de l'Armor Plage. Eh bien, bonjour à tous et merci de nous accueillir. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter la tenue traditionnelle des femmes du Grand Pays de l'Orient, des femmes issues du monde paysan de 1910 à 1920. Alors, je vais vous décrire le costume pendant 5 petites minutes et je passerai la parole à mes collègues. Alors, je précise quand même, pour mettre dans le contexte, c'est une tenue particulière puisque c'est la tenue que les femmes vont porter le jour de leur mariage. Alors, je commence par la partie vêtements, donc la camisole et la jupe. Particularité de l'Orient, les femmes ne portent pas de robe, elle est en 2 parties. Donc la camisole, donc c'est cette partie, c'est un corset en fait avec des manches montées. Elle est confectionnée dans le même tissu que la jupe et sur le Pays de l'Orient, on la retrouve en mérinos. Le mérinos, c'est un fin tissage de laine. Avec des applications de velours, aussi bien sur la camisole que sur la jupe. Donc nous avons une application de velours sur les manches et au dos. Au dos, cette forme arrondie, nous la nommons pèlerine. On la retrouve, je le précise, sur le cramaillon des hommes. La fixation se fait aussi par un galonnage sur le bord ou alors une broderie appelée en point de l'Orient. Pour la reconstitution, nous avons fait le choix du galonnage. Le point de l'Orient étant une technique très spécifique dont nous n'avons pas forcément une technique très affirmée. La jupe, qui est très ample, on est à peu près à 3 mètres 50 de tour. Donc, alors je ne vous ai pas précisé, excusez-moi, mais on est en satin, on a fait des reconstitutions en satin duchesse. On retrouve le mérinos très largement, mais le satin et la moire sont aussi utilisés. La jupe, donc très ample, on est à 3 mètres 50 de tour. Elle est plutôt donc longue, mais on est à 10-12 cm du sol. Donc on a un fin plissage à peu près là, sur 7 cm tout autour de la taille. Ce fin plissage s'appelle, le mode de fronçage en fait s'appelle le tuyau d'orgue. La bande de velours appliquée sur le bas et l'ourlet aussi, qui a un petit bord de velours que l'on nomme la balayeuse. La jupe apparaît sur 30-40 cm à peu près à l'arrière, malgré un tablier très ample. Donc je vais passer au tablier. Donc une mode très largement portée, c'est le choix que nous avons fait. On retrouve aussi des tabliers en satin de soie, en moire, en damas, le damassé, mais chez nous on dit le damas. Alors avec ce choix qu'on a fait, et nos photographies l'attestent, de gros motifs très colorés, certainement une soie, c'était en soie brochée ou brocart de soie. Je précise que parmi les femmes que nous présentons ici, une d'entre elles porte un tablier authentique et qui n'est pas une reconstitution. Je vous le dirai à la fin. Voilà, donc 2 pièces principales sur le tablier, qui liées entre elles, bien sûr. Une piécette très couverte sur le buste, épinglée aux épaules. Et puis la partie basse, reliée donc à la piécette, avec un empiècement en V. Très caractéristique de chez nous. Certainement un héritage de la mode victorienne qui s'est répandue sur l'ensemble du territoire français depuis les années 1860 à peu près. Mais qui chez nous est arrivé vers plutôt 1870, 1880. Voilà. Le tablier, je pense que c'est pas mal. Je passe à la partie plutôt accessoire, mais surtout, pour commencer, la coiffe. La coiffe en dentelle, coton, amidonné, bien souvent mécanique. Elle est achetée au mètre, mais les personnes qui avaient le plus de moyens pouvaient se les faire broder. Elle est en 2 parties, une coiffe avec la sous-coiffe nommée le béguin, avec des ailettes amidonnées qui tombent à peu près au niveau des oreilles des femmes. Donc
un bonnet de coton, de tulle, voilà, qui recouvre le chignon. Je porte la coiffure également. Vous pouvez voir un petit peu mieux sur moi, sur la base sur laquelle est posée la coiffe. Donc le béguin, donc fixé à l'aide d'épingles, parfois avec des tresses qui viennent se nouer sous le menton. Et ensuite, donc la coiffe avec une passe en gaze. Également le bonnet recouvre le bonnet du béguin. Voilà. Le tout, bien sûr, amidonné. On retrouve des petites bardes comme ça, vestiges de la mode ancienne. Pour compléter la parure, le col amidonné, qui est placé en lisière du tablier et de la camisole, fixé à l'aide d'une broche via le tablier, mais certaines femmes, comme Delphine ici, le portent aussi fixé au niveau du col. Voilà. Pour compléter la parure, les femmes portent des manchettes, ça va, on voit un petit peu, voilà, qui souvent sont assorties à la coiffe. Donc ça, c'est l'ancienne chemise. Les femmes ont conservé ces demi-manches, en fait, qui sont lacées au niveau des coudes. Et je finis par le symbole aussi du mariage, la guirlande. Chez nous, on dit guirlande, mais c'est bien connu sous le nom de livrée. La livrée était en fleurs de cire. Nous, pour des raisons techniques, on a fait le choix de les faire en fleurs de tissu. Ça s'est fait aussi mélangé à la fleur de cire. C'est un costume que nous allons utiliser sur scène ce soir. La fleur de cire est très onéreuse et très fragile. Voilà ce qu'on peut dire sur l'événement de la mariée sur cette période. Je vais passer la main à Élodie, ma collègue, voilà, qui, elle, va traiter de la question imposée. Merci. Merci. Bonjour à tous. Alors, la question qui nous était posée était de présenter les spécificités, les différences et les similitudes du tablier en pays vantais. Afin de circonscrire un petit peu la question et de pouvoir y répondre dans les temps impartis, nous avons décidé de limiter notre réponse au tablier du pays vantais bretonnant et non le gallo-vantais à la période 1910-1920, c'est-à-dire la même que celle que nous portons ce soir en Pays de Lorient, cet après-midi. Et puis, les occasions de port ont tenu de grandes cérémonies. Les danseuses que vous voyez ici, Élise, Angèle, Aline et Swazik, vous montrent des modèles donc, du pays vantais. Évidemment, ça n'était pas porté comme cela. Ici, elles sont sur fond blanc pour que vous puissiez les voir. D'abord, il faut dire que le tablier est une pièce majeure du vestiaire des femmes en pays vantais. Ce sont des très belles pièces et une pratique peut en attester, c'était que les femmes en pèlerinage, par exemple à Sainte-Anne-d'Auray, faisaient don de leur tablier, qui était la plus belle pièce de leur vestiaire, au sanctuaire en signe de dévotion. On pouvait retrouver cette pratique aussi dans le pays Pourlette, le don à la chapelle ou à l'église que fréquentaient les femmes, ce qui nous renseigne sur l'importance qu'elles accordaient à cette pièce de ce qu'elles avaient en leur possession, et donc à l'importance du tablier dans la culture matérielle vestimentaire du pays vantais. Alors, les tissus utilisés pour confectionner les tabliers sont très variés. Vous avez des soies brochées, des satins de soie, des satins, des soies rayées, des velours dévorés, des velours frappés, des moires, des tissus damassés, donc une grande variété de tissus extrêmement précieux. Et puis, dans le pays de Vanauray et dans le pays de Beaupontivy, avant le pays de Lorient, on a utilisé donc des velours brodés à la machine, à petits bouquets, nous n'en avons pas là à présenter, et puis aussi des velours brodés main, comme vous pouvez le voir ici sur le tablier que porte Swazik. Le tablier pour les grandes cérémonies est toujours composé de la même façon, et donc une partie inférieure qui recouvre la jupe et la partie supérieure qu'on appelle la piécette ou la bavette. La partie inférieure est attachée par un lacet que l'on peut voir apparent, par exemple ici en pays de Lorient, mais aussi en pays de Beaupontivy, et que l'on cachait plutôt en pays de Vanauray. Par exemple, c'est le cas pour Swazik, si elle se retourne, eh bien, vous ne verrez pas les tresses de son tablier. La piécette a cette caractéristique en pays de Vanauray, Beaupontivy et Lorient d'être toujours en V, comme vous l'a expliqué Marjorie. Vous le voyez ici sur ce tablier de Beaupontivy, pareil ici et ici aussi. Le V
est renforcé par une petite pièce de tissu qu'on peut voir apparente ou non. Le tissu peut être le même. Et donc, ça fait apparaître un fronçage. Ce fronçage peut être renforcé par un petit fil laissé apparent qui a pour objectif de faire un petit peu plus de fronce. En pays pour lettres, le montage est tout à fait différent. Vous voyez que la piécette est droite, on n'a pas ce V. La piécette est moins rectangulaire et donc elle est cousue dans la partie inférieure du tablier. 4 fils de fronce sont utilisés, l'un est caché, les 3 autres sont apparents et le fronçage finit par former un petit motif en quinconce. La piécette est de taille variable, donc Marjorie vous l'a expliqué, très grande en pays de l'Orient, elle va jusqu'aux épaules. En revanche, elle est plus courte en pays de Vanoret. Vous voyez ici, Swazik porte une piécette plus courte qui arrive au niveau de la poitrine, car ce tablier était porté avec les modes à guimpe et à châle, ce qui permettait donc de laisser apparentes les broderies du châle et de la guimpe. En revanche, ici, vous voyez en pays de Beau-Pontivy et avec les modes à col en pays de Vanoret, la piécette est plus grande et donc elle montait jusqu'au-dessus de la poitrine. Les tabliers pouvaient porter des ornementations, des motifs. Ici, vous pouvez voir, donc, outre la broderie découpée, qu'on appelle, nous, Richelieu en Pays de l'Orient, excuse-moi, vous voyez, on a des motifs apparents. Eh bien, on pouvait aussi avoir un point de feston qui ornait le haut de la piécette et qui pouvait faire, si tu veux bien te tourner, le tour, vous voyez, de tout le tablier pour décorer tout le tablier. Les tabliers pouvaient aussi, donc pareil en pays pour lettres, même type de broderie, mais celui-là est un petit peu plus récent, mais on l'a porté pour que vous puissiez voir la piécette. Les tabliers pouvaient être ornés de poches. Les poches sont rapidement devenues fictives. Ici, vous voyez l'emplacement de la poche, mais il n'y a pas de poche. En revanche, dans le pays pour lettres, ici vous avez aussi des poches, vous voyez, dans cette période, qui étaient encore fonctionnelles. Et dans le pays pour lettres, les poches sont restées jusque dans les dernières modes, toujours fonctionnelles, pas décoratives. Eh bien, si cette présentation touche à sa fin... Tout à fait, c'est ça. Parfaitement. Donc, voilà, une pièce très importante. Merci beaucoup, on peut applaudir cette belle prestation. Et nous allons pouvoir passer à la dernière partie, qui est un échange avec le jury. Donc on a eu le droit à une belle présentation des costumes femmes, un petit peu pour le costume des hommes. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails, les chapeaux par exemple, et puis les gilets, parce qu'on nous a parlé du cramoyon, mais... Alors, je vais vous présenter les costumes des hommes. On va prendre et puis on va prendre un ancien. Pas que le costume, le bonhomme aussi. Donc les hommes, jusque dans les années 1920, dans le pays de l'Orient, ont porté ce qu'on appelle la veste, le cramaillon. Donc c'est le nom de cette veste qui est bord à bord, qui ne se ferme pas, qui a des applications de velours. On vous a montré tout à l'heure à la pèlerine qui ressemble à la pèlerine de la camisole de la femme, et des empiècements sur le devant. Il y a toujours des poches, tout le temps des poches. On ne sait pas trop comment ils faisaient, parce que là, les poches sont tellement hautes qu'on ne peut pas mettre nos mains dedans, mais c'est compliqué. En dessous, on a un gilet, les gars, si vous voulez. Donc un gilet sans manches, avec application aussi de velours. Alors le tissu utilisé, c'était soit du drap ou soit du mérinos. Nous, le mérinos, c'est un drap de laine très fin, qui a commencé à être utilisé dès la fin début 1900, alors que dans d'autres pays, ils étaient encore au drap de laine. Nous, on avait déjà du mérinos. Je pense que la ville de Lorient nous a, avec le port de commerce, tout ça, tous les voyageurs, ça nous a favorisé aussi dans tout ce qui est matière pour nos costumes. Donc le gilet avec empiècement pareil, de velours. Des boutons, il n'y a qu'un boutonnage, mais il y a des boutons partout. Il y a certains qui ont jusqu'à 10-12 boutons de chaque côté. Là, alors les encolures, il y a plusieurs formes d'encolures. Il y a des encolures carrées et des rondes. Là, tout le monde non, Michel est encolure plutôt ronde. Donc ça, on ne sait pas vraiment. On pense que c'était parce que nous, on avait le Grand Lorient. Donc il y a
du côté de chez nous, donc l'Orient, et puis de l'autre côté de la rade. Et on pense que de l'autre côté de la rade, ils étaient plutôt une encolure ronde, et nous, de notre côté, c'était plutôt carré. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les bijoux? Alors, ils portent des bijoux, ils portent des chaînes de montre. C'est à peu près tout ce qu'ils portent. Chaîne de montre, donc qui va dans la poche avec une montre, hein, normalement. Chemise, là, nous, on a adopté la chemise à col rond, mais ils pouvaient avoir des chemises à col cassé avec un nœud papillon, ou sinon sans col. Alors, le chapeau, particularité du pays de l'Orient, le chapeau se porte avec la boucle sur l'avant. Donc, on est le seul pays dans toute la Bretagne à avoir cette boucle à l'avant. Donc, le chapeau du coup de l'Orient se porte très, très bas sur les yeux pour qu'on voit bien la boucle. La boucle peut être, suivant la richesse, peut être en argent, en or, en vermeil, mais ça peut être aussi en ferraille. On n'avait pas trop d'argent, mais ça faisait son effet quand même. Donc le chapeau est très plat, hein, vous voyez la coiffe sur le dessus est plat, et il y a un ruban qui enserre cette coiffe-là, et qui est retenu sur le côté ici. Vous voyez, il est libre. D'ailleurs, notre ami Paul, qui n'est pas marié, aurait dû lâcher l'épingle, puisque les garçons qui sont célibataires laissent le ruban détaché. Comme ça, on sait à qui on peut draguer, quoi. Ou qui nous drague. Les pantalons. Alors, les pantalons, ce sont des pantalons à pont. Donc, Michel a un vrai pantalon à pont des années, enfin, c'est à son grand-père, donc on va dire, il s'est marié dans les années 27-28, donc à peu près ces années-là. Donc, le pantalon à pont, ça se boutonne comme les marins, hein, ça se boutonne sur le devant, et puis après, il y a une partie qui vient, il y a le pont qui vient par-dessus. Donc, les pantalons sont en tissu sergé en général, et sinon, ils sont comme celui-là, hein, petite rayure, une rayure brillante et une rayure mate, ce qui fait une petite rayure, mais qu'on voit vraiment qu'on est à côté. Et le fond des pantalons, en général, sont assez flaques, hein, derrière. Voilà. Voilà, c'est ça. Certains, ça remplit pas vraiment. Comme ça laisse aussi qu'on prend du poids. Hein. Tout est étudié, de toute façon. Hein. Voilà. Oui. Une petite question encore un peu plus rapide du coup. On a bien compris que les tabliers n'étaient pas forcément tout noirs. Par contre, en général, une bonne partie des pièces du costume sont noires. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus du noir dans les costumes traditionnels en général à cette époque-là? Alors, le noir a été adopté partout en Bretagne à peu près, hein, a été adopté dans les années 1870. Hein, c'est la reine Victoria qui a lancé cette grande mode du noir. Parce que le noir, c'est très chic. Hein. Et donc, quand c'est arrivé en Bretagne, un petit peu plus tard, parce que nous, on était quand même loin de la ville, et loin de Paris, les femmes et les hommes ont adopté le noir. Ça a été compliqué un petit peu, puisque le noir ne fixait pas sur les tissus. Donc, on avait du mal à garder un noir vraiment très noir. Et quand on a su faire ça, tout le monde, ça a été la grande, grande mode dès 1890, 1900, tout le monde était en noir, c'est-à-dire veste, gilet, camisole et jupe. Et c'est pas du tout un signe de deuil, pas du tout, du tout. On va dire que c'est un signe de classieux, de chic, un chic à la lorientaise. Mais non, tout le monde était un petit peu comme nous, puisque presque toute la Bretagne a adopté ces couleurs. À part certains qui ont gardé encore des couleurs des années 1850 jusqu'au début du siècle, mais c'est quand même assez rare. Tout le monde a adopté le noir, ça a été vraiment la grande, grande mode. Et du coup, on n'a pas eu le résultat, le tablier authentique. On n'a pas eu. J'y ai pensé après. Moi, je sais, mais... Oui, sur le dossier, le jury le sait, mais Louisa, si tu peux t'approcher. Donc, Louisa porte... Rapidement, pour terminer. Voilà, Louisa porte un vêtement, une tenue complète, authentique. Hein. Elle a d'ailleurs la camisole et la jupe en mérinos, le velours de soie, et puis le tablier qui est en soie brochée, voilà. Donc,
Notre base de travail, elle est là en fait, et on a essayé de retrouver des tissus pour la reconstitution voilà, de ce style. C'est un tablier quand même, ce qu'on appelle exotique, hein, parce que c'est des fleurs d'ananas, donc c'est quand même assez... Dans la ville de la Compagnie des Indes. Oui, je pense. Et dans notre collection, on possède aussi des tabliers avec des fleurs de fleurs de nénuphar et des papillons. C'était certainement l'influence effectivement de l'Orient, du porc, la Compagnie des Indes qui apportait énormément d'exotisme aux matières. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Le cercle Gautreau-Péraande de Lorient. Alors, du pays de Lorient, excusez-moi, effectivement, de l'Armor-Plage dans le pays de Lorient. Merci beaucoup.